Bonjour et bienvenue sur Plan B. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, je reçois Julien Devorex. Bonjour Julien. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es entre autres podcasteur avec ton podcast Sismic, qui est un des grands succès des dernières années, pas que en termes d'audience, mais aussi la qualité des invités et des échanges qui ont eu lieu. On est là aussi pour parler de ton livre que tu as publié récemment, Le monde change et on n'y comprend rien. Titre humble. Et d'ailleurs, ton livre, Je je l'ai sais. aussi, t'as vu? Ah, tu l'as Avec aussi. des notes dedans. Tu sais ce que tu as écrit et tu t'es relu. Exactement, je suis en train de le relire. Non, les livres, comme l'indique le titre, hein, empreint de beaucoup d'humilité, alors qu'il y a vraiment, je le dis sans détour, beaucoup de clairvoyance dedans et le bon niveau de synthèse sur tout un tas de sujets, donc de la psychologie, de la physique, le climat, l'écologie, la finance, l'économie et même la géopolitique, où tu établis les liens entre les sujets, voilà, un peu, en allant vraiment un peu aussi limite de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc c'est de ce dont on va parler. Je reste un peu plus sur ma fin, sur le dernier tiers, lorsque tu parles des solutions et maintenant on fait quoi, mais on aura le temps d'en discuter plus posément. Avant d'entrer dans le dur, bon, vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus sur planb.info avec un S à plan, puisqu'il y a une multitude de plans B envisageables. Privilégiez la version podcast pour limiter votre empreinte écologique. Vous pouvez aussi, pour soutenir les créateurs de contenu, contribuer à la page Tipeee, à la fois de Julien et la mienne, puisque ce travail prend un petit peu de temps. Nous remercions tous les donateurs, dont certains assez généreux, qui nous soutiennent dans ce travail. Sans plus tarder, Julien, ce que j'ai envie de te demander, c'est en fait la question classique que tu poses en premier à ta centaine d'invités, voire plus. Eh bien, toi, avec quelles lunettes tu regardes le monde après ces années d'enquête et de recherche? Ouais, merci pour cette intro. On va pouvoir parler du livre en long, en large et en travers, donc je suis ravi de pouvoir faire ça. Cette question des lunettes, en fait, pour moi, est essentielle. Et d'ailleurs, je crois que ça doit être une des sous-parties du bouquin, hein. Avec quelles lunettes on regarde le monde. Mais parce que, effectivement, je la pose souvent en début d'interview, parce que ça me permet enfin, ça permet de poser cette idée qu'on porte tous des lunettes pour regarder le monde. C'est-à-dire qu'on porte tous des lunettes filtrantes et déformantes, qu'il y a quelque chose entre nous et le réel, et qu'on ne voit jamais les choses telles qu'elles sont vraiment. Et que ce sont, et donc de poser cette question-là, ça permet de savoir, est-ce que déjà l'autre à qui on parle a conscience de ça? Est-ce qu'il a conscience que ce qui va affirmer ses opinions, ses analyses ne sont généralement que une vue partielle du monde? Et d'autre part, que ses opinions, ses analyses, etc., sont inévitablement en partie au moins biaisées. Et donc c'est toujours intéressant de voir si la personne a conscience de ça, et si elle est capable aussi d'expliquer quels sont ses biais, d'expliquer ce qu'elle ne voit pas, etc. Et puis moi, ça m'aide derrière à poser les bonnes questions, et je trouve ça plus intéressant de savoir d'où on parle, en fait. L'autre manière de poser cette question, c'est de demander à la personne d'où tu parles, d'où vous parlez. Parce que ça va nous permettre nous-mêmes d'avoir une grille de lecture qui va être différente, une posture d'écoute qui va être différente, et on se rend compte qu'on n'est pas en train d'écouter quelqu'un qui va nous professer la vérité, qui va nous dire exactement comment est le monde, etc. Donc avant de te parler, moi, de mes propres lunettes, je trouve ça, je peux développer un petit peu sur cette idée qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, et que c'est compliqué de le voir, et que par ailleurs, c'est ça, en fait, qui m'a finalement amené à dire qu'on n'y comprenait rien. Et on n'y comprend rien. Une des raisons pour lesquelles on n'y comprend rien, c'est parce que on ne voit pas l'entièreté des choses. Et parce que on est limité, nos sens sont limités, parce que ce qu'on voit, l'information qui nous arrive est limitée, et que par ailleurs on déforme systématiquement cette information. Donc c'est cette idée qu'on a des biais de perception, qu'on a des biais de cognition, des biais cognitifs qui font qu'on va simplifier le monde en permanence, qu'on va ne garder qu'une toute petite partie des informations qui souvent nous arrangent, viennent conforter nos modèles, ou alors qui viennent jouer sur certains de nos biais d'appartenance, etc., etc. Enfin, il y a plus de 200 biais qui existent.
Et Tu en cites quelques-uns hein, dans ton livre, donc d'ailleurs dans une ouais, il y a partie une, qui ouais, plonge il y a particulièrement une dans les petite. questions de psychologie, le biais de confirmation, on ne recherche que ce qui confirme nos croyances, l'effet de vérité illusoire, L'effet de voilà, halo, enfin il y en a plein. l'effet de halo, etc. Non, non, non. Voilà, donc c'est le fait de halo, par exemple, pour ceux qui connaissent pas ce sujet-là, ça va être que ça se produit quand la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion qu'on a préalablement par rapport à une de ses caractéristiques. Donc, par exemple, une personne qu'on va juger belle physiquement va être perçue comme sympa, intelligente ou digne de confiance. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été analysées comme ça. Donc c'est toujours, moi je trouve, je commence d'ailleurs par ça, je commence par dire, je vais vous parler du monde, on va parler du monde, on va parler des règles du jeu du monde, mais d'abord parlons du fait que ce que je vais vous expliquer, ça n'est pas le monde, la carte n'est pas le territoire. Mm. Et donc, pour répondre à la question des lunettes, mes lunettes, si tu veux, déformantes, filtrantes, sont faites de tout ce qui fait mon histoire personnelle. Et je peux t'en citer plusieurs. Déjà, mon genre, je suis un homme hétérosexuel, blanc, qui est né en France et qui a commencé à penser dans la langue française, donc qui utilise un langage qui est inévitablement une manière de simplifier le monde. Voilà, on ne raisonne pas avec tous les mêmes mots. Et puis avec quelqu'un qui a été élevé dans une classe moyenne française, en banlieue parisienne, qui a vécu à l'étranger, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique du Sud. Donc ça me donne des points de vue sur le monde et ça vient nourrir euh, mes réflexions, ça vient nourrir ma capacité aussi à mettre différentes lunettes. Voilà. C'est un peu c'est cette idée que j'ai découvert aussi en écrivant de ligne qui vient un peu de Montaigne aussi, qui vient de loin, c'est d'interroger notre propre connaissance en fait en limant notre cervelle au contact des autres. Et plus on voyage, plus on rencontre de points de vue différents, plus on parle à des gens avec qui on n'est pas d'accord, plus on va être capable de jouer un petit peu avec ces différentes lunettes. Donc, donc tout ça, toutes les opinions que je vais former sont teintées de tout ça, sont teintées et puis de mon fil d'information, de ce que je vois, de ce à quoi je décide de croire, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sachant ça, ma posture, c'est d'éviter d'être assertif. Je fais partie de ces gens qui vont pas facilement dire, en tout cas à un micro, exactement ce qu'ils pensent, quelles sont leurs opinions, etc. Parce que j'ai une énorme méfiance par rapport à mes propres conclusions. Puisque Mhm. finalement, je me rends compte qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, elles sont remises en question, qu'une année, 2 années plus tard, ce qui était une certitude tombe complètement à plat parce que je n'avais pas vu cette information-là, etc. Donc, comme tout le monde, je suis obligé de simplifier le réel pour faire des choix. Parce que sinon, on fait rien en fait. On doute absolument de tout et on n'est plus capable de mettre un pied devant l'autre, si tu veux. Mais je suis dans une posture où ce qui va m'intéresser au travers de cette démarche, c'est d'essayer de comprendre comment l'autre pense, quelles sont ses lunettes, et de regarder ce que ça fait de porter ces lunettes-là. Donc c'est Mhm. ça qui m'amuse aujourd'hui. Ouais. Non, non, à nouveau, j'ai beaucoup apprécié cette posture-là, déjà, de ton enquête et la manière dont c'est posé dans le livre, qui, j'ai oublié de le dire en introduction, est accessible, je pense, intéressant pour tout profil et tous âges. Alors, toi et moi, nous avons un certain profil et un certain âge. Un certain âge. Je pense les jeunes et moins jeunes, mais je dirais à partir de 15-16 ans, c'est un livre que j'offrirais bien à mes enfants parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière pour faire un bon tour d'horizon de où on en est, qu'est-ce qu'on sait sur quoi. Alors d'ici à ce que mes enfants aient 15 ans, tu auras peut-être écrit une nouvelle version, le monde aura encore beaucoup changé, on y comprendra encore plus rien. Mais je veux dire, c'est la bonne démarche. Euh, on va aussi conseiller à nos étudiants à l'EM Lyon, je pense, qui sortent tout juste de prépa, qui ont eu le nez dans le guidon. Ça permet vraiment de Mm. faire un pas de côté, de regarder un peu les choses en grand. Une fois qu'on a dit ça, alors effectivement, avec ta démarche très prudente, etc., aussi voilà, être conscient de ses biais, je pense au final, on a quand même des partis pris. Alors, pour parler peut-être aussi mes lunettes, à moi, je vois par exemple beaucoup de monde à travers le prisme de l'énergie, le déterminisme énergétique, donc l'énergie qui nous est accessible et qu'on consomme va plus ou moins déterminer dans les Mm. grandes lignes notre quotidien, du déterminisme environnemental aussi. Bon voilà, donc l'eau qui nous est accessible va beaucoup déterminer notre quotidien, etc. Alors il n'y a pas que ça, mais quand même j'ai Mm. tendance à beaucoup analyser ces sujets-là, tandis que pour d'autres, ils vont beaucoup voir les choses à travers le prisme, par exemple, de l'immigration ou de la finance ou de l'IT. Voilà, certains qui vont voir le monde quasiment entièrement sous le
prisme de la singularité. Hein, donc, ce Mm. moment où l'intelligence artificielle devient forte et dépasse, je pense, l'intelligence humaine. Et après, Dieu sait ce qui se passe. Quoi. Donc, un Ray Kurzweil va entièrement voir le monde, ainsi que Mm. ses adeptes, sous ce prisme-là. Une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon comme ça, toi, tu as interviewé une centaine de personnes, plus d'une centaine. Alors, c'est passé de Laurent Alexandre à Arthur Keller à quelques semaines ou mois d'intervalle. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de variétés, pour n'en citer que quelques-uns. J'ai quand même l'impression que ce qui, au final, retient beaucoup ton attention, c'est cette question, les limites planétaires, de la grande accélération, du fait qu'on bute sur des limites planétaires. Donc, la question plutôt écologique, pas que, hein, tu parles de géopolitique, tu parles de beaucoup d'autres choses, mais quand même, on sent qu'après cette enquête, c'est ce qui a pas mal retenu ton attention et qui te fait conclure qu'on va potentiellement au-delà de difficultés. Mais, donc, peut-être je te laisse décrire ton cheminement et peut-être que je me trompe aussi, mais c'est l'impression que j'ai eue en te lisant. L'idée pour moi, c'était d'essayer de mener une enquête la plus objective possible, la plus ouverte possible sur notre époque et sur le fonctionnement de notre monde, notre civilisation actuelle. Puisque en partant de ce constat que c'était le bordel, quoi, que qu'on n'y comprenait rien, qu'il y avait à la fois un progrès incroyable, puisque statistiquement prouvé, enfin voilà, il y a plein de choses incroyables qui se sont passées avec ce qu'on appelle justement le progrès ou le développement, ça dépend comment on le qualifie de manière qualitative ou non, mais le fait est qu'il y a une accélération du développement humain qu'on peut regarder avec une espèce de jugement très très positif, parce qu'il y a des millions de gens qui sont sortis de la pauvreté, parce qu'il y a un confort qui a augmenté partout dans le monde. Certes, il y a encore pas pour tout le monde, mais voilà, il y a le miracle chinois qui a sorti des millions de gens de la famine. Il faut se rappeler qu'il y avait encore en Chine la famine dans les années 80. Mmh. Enfin, et que donc il y a tout, il y a des technologies, les fusées atterrissent toutes seules, on va peut-être on va revenir sur la Lune, on va aller sur Mars. Enfin, il y a plein de choses qui sont fascinantes. Et puis à côté de ça, on a tout ce discours sur la crise écologique, la crise de la dette, le retour de l'angoisse géopolitique, etc., etc. Donc on est dans cette espèce d'époque où selon où on regarde, on va être excité ou non, mais qui crée en tout cas pour beaucoup une forme d'incertitude et qui crée des angoisses, donc, puisque c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, il y a des gens qui se posent pas cette question-là, hein, mais voilà. Et donc, toute ma démarche, ça a été de partir de cette question qui est à quoi on joue. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette espèce de mouvement? Là, maintenant, on est sur une civilisation mondialisée, peut-être pour la première fois de l'histoire humaine, vraiment une espèce de civilisation unique avec tout un tas de choses qui sont communes à tous les peuples. On arrive même à une langue commune, hein, qui est l'anglais. C'est assez étonnant de voir, quand on voyage dans le monde, finalement, le nombre de gens qui maintenant parlent anglais, au moins un petit peu. Et donc on a cette capacité à se connecter, à se comprendre, mais en même temps, on n'arrive pas à donner du sens à tout ça. Et donc, à partir du moment où j'ai posé la question à quoi on joue, je me suis dit, c'est quelles sont les règles du jeu. Mmh. Et ça permet l'idée, c'est d'essayer de prioriser, de faire la différence entre les règles qui étaient les plus importantes, celles qui étaient les plus déterminantes, et puis les autres. Et donc, donc pour répondre à tes questions, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de faire le tri entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce dont on est vraiment sûr, et puis ce dont on peut débattre, douter, sur lequel on s'écharpe, et on a raison de s'écharper parce que ça dépend des points de vue, des valeurs, etc. Et puis ce qui est important ou non. Voilà. Donc c'est tout ce tri qui a été fait. Et donc sur la question des limites planétaires, évidemment, in fine, la question de... Et pardon pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais, aussi dis-moi. trier les symptômes des Voilà. tendances sous-jacentes de fond. Ça, je pense, voilà, la face émergée de l'iceberg, un événement, ou le Bataclan, ou que sais-je. Oui, il est facile de se perdre, il se passe tellement de choses, l'information va très vite. Faire un pas de côté et de voir, ok, c'est quoi les grandes tendances sous-jacentes depuis quelques Exactement. décennies qui font ça. Je trouvais aussi ce tri-là était, entre l'un et l'autre, était assez clair et intéressant. Voilà, et donc quand tu regardes, c'est une partie effectivement du livre où je dis finalement on est obnubilé par l'événement, on ne regarde que les événements du monde. Ouais. C'est ce qu'on a aux infos, c'est là-dessus qu'on va consommer l'essentiel de notre énergie aussi de protestation. On va s'insurger contre le 49.3, voilà, tout ça, ce sont des événements du monde. On va avoir peur de l'invasion de la Russie
sur l'Ukraine, etc. Et puis, mais sous ces événements, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. Quelles sont les tendances qui créent ces événements, et sous les tendances, quelles sont les structures qui sous-tendent l'ensemble. Et une fois qu'on regarde ça, et c'est toute ma démarche, bah, on se rend compte que les choses n'arrivent, tout ce qui arrive est parfaitement logique. Et que logique dans le sens où on se met hors jugement. On se dit, aucun événement n'arrive par hasard. Il émerge toujours de quelque chose qui l'a amené et dont on va pouvoir trouver l'explication. Et quand on ne l'explique pas, bah, parfois on va chercher et puis finalement on va finir par trouver ce qui s'est passé et par trouver qu'est-ce qui le sous-tend. Et donc pour revenir sur ta question des limites planétaires, pourquoi in fine, après, parce que dans mon enquête, il y a de la technologie, il y a de la cognition, il y a de la finance, l'économie, il y a tout un tas de choses. Mais quand on parle de jeu, on se rend compte in fine qu'on est sur un terrain de jeu. Et que tout ce qui se passe, tout ce fait civilisationnel se fait sur, on peut faire la métaphore maritime du plan d'eau, sur quelque chose on navigue sur un plan d'eau qui est relativement stable depuis relativement longtemps, qui est on va l'appeler la nature, en fait. Voilà, on a coupé des arbres, on l'a détruite, mais il y a une forme de stabilité, le climat ne change pas trop, les espèces vivantes, certes, il y en a qui ont disparu déjà, mais finalement, voilà, ça pose pas encore trop de problèmes. Et on arrive à ce moment où on a créé tellement de remous, tellement de vagues, que bah, la mer est en train de s'agiter, quoi. Ou alors le terrain de jeu est en train vraiment de se déformer. Et donc, même si on pose la question du futur, d'une nation, du futur du jeu géopolitique, etc., tout ça se fait sur un fond de déstabilisation de ce terrain de jeu, du monde naturel, qui inévitablement, de toute façon, va avoir des conséquences sur tout le reste. Et tu rajoutes à ça la question des ressources, qui n'est pas tout à fait le même sujet, mais qui est quelque chose qui vient alimenter la possibilité même de jouer. Donc il y a plein de questions qui se posent à la fois sur notre capacité à continuer cette civilisation dans un environnement qui se dégrade, et puis alors que le fuel, le carburant va venir à manquer. Donc c'est pour ça que quel que soit le sujet que tu prends, quand tu te places au niveau vraiment macro en disant ok, qu'est-ce qui se passe sur cette petite planète, bah, à notre époque, tu es obligé de constater que le sujet le plus important, en tout cas quand tu prends une certaine hauteur de vue, c'est bah, cette déstabilisation et donc ce dépassement des limites. Mhm. Mhm. Tu en as, entre autres, parlé avec Denis Meadows à l'occasion, je pense, des 50 ans du rapport au Club de Rome. Donc son travail était fondateur sur ce côté-là. Donc un modèle de dynamique des systèmes, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense que la plupart des auditeurs ont entendu parler de ce rapport, donc qui fait communiquer des variables comme la population, la pollution, la production agricole, le capital industriel et les ressources naturelles. Qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce qu'on peut prendre peut-être des exemples de manifestations actuelles de dépassement de limites? Parce que ça peut paraître théorique un peu, bon, des exponentielles, des limites, enfin des modèles mathématiques, et ça nous fait dire effectivement, on a l'intuition qu'une croissance infinie, notamment si elle est exponentielle dans un monde fini, tôt ou tard, on va buter sur des limites, que ce soit l'eau, l'énergie, la pollution, que sais-je, bon, les rendements agricoles qui plafonnent. Voilà, toi peut-être dans les différentes manifestations du monde que tu as pu observer depuis quelques années, enfin, qu'est-ce qui a pu incarner ça? C'est la question en fait de savoir ce qui étaient des signaux faibles en fait et qui commencent à devenir assez forts. C'est-à-dire que on est à ce moment où ça commence à nous sauter aux yeux en fait. Tu as plusieurs choses qui arrivent. Tu as une conjonction c'est pour ça qu'on s'étonne des événements du monde et on voit qu'il y a, y compris les gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets, voient bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer à une vitesse grand V. Et quels que soient les flux qu'on regarde, entre guillemets, tu as une partie de la crise écologique qui commence vraiment qui est là, qui est déjà dont la tendance est en train de s'accélérer et qui s'explique de manière très très logique, encore une fois, et on pourra y revenir, mais tu sais ça aussi bien que moi, et qui commence à faire émerger des événements. Bah, tu as les canicules, les feux de forêt, les mers qui se réchauffent, les poissons et puis après toute la crise du vivant, le fait que y a des zones où il n'y a plus de poissons, il y a des endroits qui sont tellement pollués que il n'y a plus rien qui pousse ou qui peut se régénérer, etc. Donc là, on commence à rentrer dans le dur, déjà dans plein d'endroits du monde, et ça commence même à arriver chez nous dans les zones tempérées, privilégiées, etc. Donc d'où cette prise de conscience. Je crois qu'à l'été 2018, on a une première grosse prise de conscience avec la canicule, et puis on voit que chaque année, ça continue d'être là.
Donc, on essaie de se demander pourquoi, etc. Et puis, il y a aussi le jeu géopolitique qui, lui aussi recommence à un peu s'agiter avec la guerre en Ukraine, avec la montée en puissance de la Chine qui monte les dents, avec la remise en question de la Pax Americana, entre guillemets, avec le monopole des États-Unis sur le monde, en gros, depuis la chute depuis 30 ans maintenant, hein, qui assurait une espèce de domination avec laquelle tout le monde n'était pas d'accord, mais de facto, voilà, qui impose leurs règles. Et puis, tu arrives aussi sur l'économie avec la crise des subprimes qui était un peu un premier coup de semence. Là, on voit qu'on commence à avoir quelques dominos qui commencent à tomber dans la Silicon Valley avec peut-être des risques bancaires. Et puis surtout, on est rentré dans une nouvelle forme d'économie avec une économie qui est soutenue par la dette, par la création d'une masse monétaire absolument gigantesque. Je cite dans le livre le fait que la moitié des dollars en circulation dans le monde ont été imprimés ces 2 dernières années, ce qui est quand même hallucinant. Donc on a ce qu'on appelle le quantitative easing fait que on est et puis tu as on est dans une espèce d'économie subventionnée en fait par la dette, encore plus qu'avant. Enfin c'est le cas depuis très très longtemps puisque je crois qu'on a créé plus de dettes depuis les années 70 que de PIB. Et par ailleurs, il y a aussi un début de crise énergétique où on voit bien et un début de crise sur les ressources où on se dit, tiens, il y a des choses qui vont peut-être venir à manquer, les prix qui explosent, on fait des projections, on se dit, Il va y a peut-être falloir 2-3 ans, inventer le terme de pénurie, alors qui sont Voilà, partiellement liés à la crise énergétique, il y a plein de, enfin d'ailleurs il y a confusion aussi entre les théories du complot, je sais pas quoi, bon bref, les ouais. causes très multiples des pénuries, le dérèglement des chaînes logistiques du Covid, mais globalement c'est un phénomène que peu ont connu jusqu'à il y a Voilà. 2-3 ans. Le terme Donc, n'existait même pas. tu as ce qu'on appelle un peu les polycrises, c'est-à-dire que tout ça arrive à peu près en même temps, et quel que soit l'endroit où tu regardes, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Et c'est parce que, en fait, partout où tu regardes, il y a des exponentielles qui existent depuis pas mal de temps, tout s'est accéléré, et donc on commence à arriver au bout de cette manière de jouer. Peut-être qu'on va pouvoir encore tirer comme ça pendant quelques temps, et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire. C'est très étonnant de voir que plus on s'approche de ces limites, entre guillemets, plus on fait des choses absurdes. C'est-à-dire que tu peux te dire, tu prends l'exemple des événements sportifs avec la Coupe du Monde au Qatar, avec les JO d'hiver à Pékin, les prochains jeux asiatiques qui seront en Arabie Saoudite à la fin des années 2020. Tu te dis, c'est assez paradoxal parce que tu dis, on est à un moment où on devrait commencer à se dire, ok, on arrête, on commence un petit peu à ralentir, où on revient sur des choses, on va pas arrêter les JO, on va continuer d'en faire, mais quand même, on va faire un peu gaffe. Ben non, tu vois, c'est comme s'il y avait encore plus, quoi. Donc tu as cette espèce de folie qui est intéressante à observer que d'ailleurs j'interroge, je dis pourquoi en fait on continue d'accélérer, pourquoi on n'est pas capable de faire autrement, etc. Et C'est une bonne question, je pense. Bon, à laquelle j'ai donc aucun élément de début de réponse. De- la c'est un déraison peu complète. ça fait partie des choses que j'ai été regarder aussi, mais on peut en parler si tu veux, mais il y a plein de raisons à cela. Et encore une fois, c'est très très logique. Je sais pas si tu veux aller là-dessus ou si tu veux Oui, rebondir oui, sur. tiens, oui, oui, pourquoi? Bah, on va dire sécession de l'oligarchie et puis dans une certaine mesure des classes aisées Hmm. qui, eux, continuent sur une exponentielle de croissance de leur consommation, pendant que, on va dire, les classes Ah, moyennes populaires en Occident voient leur niveau de vie s'éroder, se stagnent, voire subissent une décrue. Et hmm. on va dire les 10% du haut ensemble, soit à peine Alors, conscients, soit ne veulent pas le voir. Enfin, ça, c'est assez criant. en fait, tu as plein de choses. C'est-à-dire que on essaie toujours de trouver une cause un peu unique à ce qui est en train de se passer. Donc il y a un constat qui est à faire, qui est de se dire, bon, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, il est de plus en plus difficile à éviter, ce constat. On a tous des gens autour de nous qui restent dans le déni, qui se disent, bon, ok, il n'y a rien qui se passe, il y a tout, le climat s'est toujours réchauffé, il n'y a pas de problème, etc. Mais tu sens que d'année en année, ça devient quand même plus difficile de se dire, c'est bon, ça va se passer, finalement, il ne se passe rien. Ok, donc il y a un premier constat il se passe des choses. Tout ça, c'est en train de bouger. Et on n'a même pas parlé du Covid. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous font dire. C'est ce qu'on appelait les animaux noirs, les éléphants noirs, les cygnes noirs. Enfin, voilà, selon qu'on les a plus ou moins prévus ou pas. Mais tout ça, en fait, quelle est la cause de ça? Pourquoi on en est là? Et ça répond aussi à la question pourquoi on n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Donc, tu as plusieurs manières d'expliquer la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de rendre compte. Moi, je parle de deux tendances qui créent tous ces événements. Tu as d'un côté ce qu'on appelle la grande accélération du monde. Et puis, j'ai été voir d'autres tendances que j'ai appelées la grande déconnexion.
pour rebondir, si tu veux, sur une citation même de Carl Jung en 58, qui de notre époque est caractérisée par par les dissociations, la désorientation et la perplexité. Et cette idée que il y a la grande accélération, on voit un peu tout ce que c'est. Hein, c'est depuis 200 ans, la population, on était à 1 milliard en 1806, on est 8 milliards aujourd'hui. Le PIB mondial qui a été multiplié par 15 depuis 1820. On comptait 25 millions de touristes en 1950, on est 1,4 milliard aujourd'hui. Hmm. Tu peux prendre Oui, n'importe oui, oui. quelle On chose. Voilà. mangeait presque pas de crevettes dans le monde il y a 20, 25 ans, et là, enfin bon, bref, Ouais, c'est allé encore plus vite que le reste. Bon. on tue 80 milliards, 80 milliards d'animaux sont abattus par an. Et si on compte la pêche, on est à 4 milliards d'animaux tués par jour pour notre alimentation. Hmm. Donc voilà, on est là-dedans. Et puis il y a donc tout ça, bah, évidemment, ça explique le fait qu'on dépasse les limites dans ce qu'on constate. Et puis il y a la déconnexion, bah, comme tu dis, il y a les déconnexions entre les ultra riches et le reste du monde, et le reste, l'explosion des inégalités. Et, enfin voilà, et puis c'est assez récent finalement, hein, puisque il y a une exponentielle dans les inégalités même depuis une vingtaine d'années. Et mondialisé, une classe Et aisée mondialisée. mondiale. Et effectivement, tant que eux ne repassent pas en dessous des limites, je vois Bah, difficilement comment le reste du monde pourrait suivre. Donc ça fait partie de ces déconnexions. Tu as une déconnexion entre la finance et l'économie réelle, une déconnexion entre les citoyens et ceux qui les représentent, une déconnexion entre, quelque part, le monde naturel et nous-mêmes, parce qu'on vit tous en ville, parce qu'il y a les écrans qui sont arrivés, enfin, etc. Donc il y a plein de choses. Et sous ça, tu as les structures qui créent ces tendances. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que la structure économique et sa manière de fonctionner, les règles du jeu de l'économie, l'indicateur, le score du jeu qui est le PIB, qui entraîne toutes les nations dans ce jeu-là, fonctionnent d'une certaine manière qu'il nous faut comprendre si on veut comprendre pourquoi en fait on n'arrive pas à sortir de cette manière de faire l'économie aussi. Et puis tu as la finance derrière, la monnaie, la technologie. Tu vois, tu cites Jacques Ellul, enfin je cite Jacques Ellul qui te dit aucun fait social, humain, spirituel n'a autant d'importance que le fait technique dans le monde moderne. Et tu vois, aucun domaine pourtant n'est plus mal connu. Donc ça, c'est un autre angle de lecture. Tu peux dire, mais si on ne connaît pas le fonctionnement de la technique aujourd'hui, le fonctionnement des algorithmes, en fait, on passe à côté d'une énorme grille de lecture pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et puis, tu as les gouvernements, les lois, l'éducation, et puis tout ce qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Les lobbies, les mafias, les corruptions, les intérêts cachés, les groupes d'intérêts des ultra-puissants, etc. Et puis, bien sûr, en dessous, tu vas avoir tout ce qui est les histoires qu'on se raconte, les croyances fondamentales. C'est cette espèce de... Puisqu'on est tous dépendants dans la manière dont on va structurer notre pensée et donc notre manière de jouer et nos choix des idées qui sont dans l'air. C'est ce que les Allemands appellent le Zeitgeist ou Michel Foucault appelle aussi épistémé. Tu vois, c'est ce réseau imperceptible de contraintes qui fait que notre pensée est contrainte. Et donc, il y a des idées fondamentales comme le fait qu'il n'y a pas de limite, que rien n'est impossible, que l'homme est dissocié de la nature, que l'homme est supérieur à la femme. Enfin, tu peux aller sur plein de choses comme ça pour déconstruire, qui vient expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui. Et puis après, tu as la nature humaine, le fonctionnement de notre cerveau. Il y a d'autres gens qui sont là-dessus. Tu vois, tu as Sébastien Boller qui a fait un carton avec son truc, le bug humain, qui est d'ailleurs, je crois, très contesté par les spécialistes, mais il y a un côté qui est, voilà, on a une manière on a un rapport au monde, comme on l'a dit, on est plus, on a plus de propension à penser le court terme que le long terme, enfin, il y a plein de choses qui sont en nous, mais que la culture peut nous permettre de dépasser. C'est pour ça que la cognition, l'explication par la cognition est problématique, parce qu'on peut te dire, oui, il y a des choses, mais sauf qu'historiquement, on a mis en place aussi des types de cultures qui nous permettaient de nous limiter, qui nous permettaient de penser le long terme, qui nous permettaient de faire attention à l'autre, même s'il est différent de nous, etc. etc. Mais pour répondre un peu à cette question de qu'est-ce qui nous entraîne, moi, tu as un angle qui m'avait frappé, une manière d'expliquer les choses qui m'avait frappé, qui était notamment quand j'ai discuté avec Richard Henberg, qui est cette idée que depuis que on est rentré dans un processus civilisationnel, on est en quête de puissance. Et même, on va pouvoir arguer que c'est avant ça, c'est-à-dire que dans le principe du vivant, dans le jeu du vivant, et j'en parle aussi dans le livre, dans le jeu du vivant, on a cette chose qui pousse tout être à vouloir persévérer dans son être, pour paraphraser Spinoza, mais surtout à vouloir aller chercher de l'énergie, à vouloir maximiser son rendement énergétique
et à vouloir le plus possible, en fait, entre guillemets, optimiser son expérience de vie. Au moins le temps de se reproduire pour que l'espèce perdure. Et on est aussi là-dedans, sauf que on est la seule espèce qui s'est affranchie des contraintes que normalement l'ensemble du jeu naturel imposait aux vivants. Ça a pris du temps, hein, parce que le Sapiens, c'est quoi, 300 000 ans à peu près. Bon, bah, la civilisation, c'est à 10 000 ans. Donc il y a un événement, comme ça, hasard et circonstance, qui fait qu'à un moment donné, on a essayé notre expérience de jeu, qui était de commencer à essayer de maîtriser les flux naturels, maîtriser les flux énergétiques et de développer des rendements énergétiques, notamment avec l'invention de l'agriculture. Et ça a enclenché une... Permise par la déglaciation, donc c'est dire à quel point le Permise par climat la est important. déglaciation, exactement. Mais permise pas que par ça, aussi permise, c'était Oui. mûr, quoi. Le terrain de jeu était là, et puis voilà. Ou puis c'est aussi peut-être un accident, c'est comme ça. Mais il y avait ce projet de toute façon qui était que comment je vais essayer de maximiser mon rendement énergétique pour limiter ma souffrance, pour limiter ma peur, la peur du loup, la peur à partir du moment où il y a une conscience qui était là, je pense que ça devait être très particulier de vivre il y a 50 000 ans et d'être tout le temps dans la peur, et dans la souffrance et dans le froid, et d'avoir conscience de ça. Mais donc on est dans ce fait-là qui est que je vais essayer de limiter le plus possible avec la technique et avec les rendements énergétiques ces peurs originelles. Et ça aboutit en fait à chercher à augmenter sa puissance, à s'organiser au travers de royaumes, de nations, de plein d'autres choses pour être sûr en fait de jouer de manière optimum entre guillemets sa partie en tant qu'individu. Et en fait, on est les héritiers de ça. C'est-à-dire qu'on est les héritiers de ceux qui, et notamment les héritiers culturels, de la culture qui a écrasé toutes les autres et qui a su trouver la manière d'écraser toutes les autres pour aller coloniser, pour aller chercher le plus de puissance. Il y a eu des cultures dans l'histoire qui s'auto-limitaient, qui avaient mis en place justement des moyens de ne pas détruire l'environnement, de limiter, de se dire il y a quelque chose, et d'ailleurs toutes les sagesses, c'est intéressant de voir que toutes les sagesses prônent la même chose, la sobriété, la simplicité, etc. Mais notamment depuis qu'on a tapé dans les énergies fossiles, c'est là qu'on en revient, tu vois, à cette grille de lecture énergétique, on a pu faire à peu près tout ce qu'on voulait, il suffisait juste d'avoir des bonnes idées, et puis il n'y avait aucune contrainte pour les mettre en place, entre guillemets, donc c'est un processus qui prend du temps. Mais comme on a ça depuis 150 ans, on a oublié en fait qu'on dépend de ça. On a oublié qu'on dépend de ça. Et donc aujourd'hui, on arrive dans cette civilisation qui a été extrêmement forte pour innover sur tout un tas de domaines pour maximiser la puissance. Et le capitalisme n'est rien d'autre que le meilleur système qui existe pour faire ça. C'est le meilleur système qu'on a inventé pour aller le plus vite possible, chercher le maximum de ressources, pour le plus vite possible transformer ces ressources en argent qui n'est rien d'autre l'argent qu'un proxy de puissance. Et un capitalisme non contrôlé, ça fait que cette puissance va s'accumuler dans les mains de quelques-uns. Et quelque part, on pourrait se dire, il n'y a pas de problème autre que sociologique, que moral, que des problèmes moraux pour les questions des inégalités, etc. Sauf que là, en fait, on est devenu tellement puissant qu'on est en overshoot. Et c'est ce qu'explique Richard Heinberg, c'est cette idée de overpowered. Son bouquin s'appelle Power, donc puissance, pouvoir, il y a un lien entre les deux. Et que donc on est en sur-régime, on est en surpuissance, et que si on n'est pas capable de redescendre, donc tu reviens sur les problématiques de décroissance, etc., mais de limiter collectivement cette puissance, en fait on va chercher à l'alimenter, à la permettre, donc en consommant des ressources, en cramant des trucs, et on reste dans le même cycle. Et donc tout ce qui nous arrive là, y compris le jeu géopolitique, y compris le jeu... tout le jeu économique, le jeu, tout ce et puis les conséquences que ça a. On peut voir ça comme la fin du jeu, entre guillemets, si tu veux, la suite logique de cette quête de puissance. Passionnant, et il y aurait tellement de choses à dire, il nous reste une vingtaine de minutes, mais je serais bien revenu sur un thème en particulier, sans trop dévoiler ce qu'il y a dans ton livre, plutôt pour donner envie de le lire. Alors tu l'as abordé, c'est le sujet de la dette.
J'en profite juste pour citer un passage et après te laisser la Ouais, parole vas-y. sur ce sujet, mais aussi pour que les auditeurs se rendent compte aussi de comment tu as vraiment fait le tri entre les choses pour essayer d'y voir clair dans un sujet qui, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'y voit pas clair. Donc tu décris effectivement l'envolée de la dette, donc ça s'est encore accéléré depuis une quinzaine d'années, on n'a jamais créé autant de monnaie et de dettes. Nous créons toujours plus de dettes pour rembourser des dettes, donc je te cite, et satisfaire l'exigence de croissance du système économique. Est-ce grave? Effectivement, voilà, le Japon est à 250% de dette publique par rapport à son PIB. À une époque, on nous racontait que voilà, avec le pacte de stabilité européen, au-delà de 60%, ça allait être très très grave. Bon, la France est à 120, 115%. Que le Japon emprunte Euh, auprès de sa propre population, donc c'est particulier. je te laisserai réagir. Est-ce grave? Les avis divergent sur cette question compliquée et je ne prétends pas pouvoir apporter une réponse. Mais sur un sujet aussi important, voir les experts, entre guillemets, tu mets des guillemets, voir les experts à ce point divisés n'est pas vraiment rassurant. Voilà, sur ce sujet-là, j'en viens un peu exactement à la même conclusion. On nous a expliqué tout un tas de trucs, tout un tas de principes. Finalement, on s'assoit dessus, on imprime de la monnaie. Et au final, des experts qui avaient beaucoup de certitudes. Voilà. Bon. Et puis, je continue aussi pour tout ce qu'on vient de décrire, quelques tendances qui en découlent. C'est vraiment passionnant. Enfin, ça raconte des choses qu'on sait sans forcément se le formuler aussi clairement, ou alors qu'on ne sait pas, qu'on ne réalise pas. Alors, quelques tendances. Une captation de l'argent créé par les marchés financiers, et donc un accroissement considérable des inégalités. Deuxièmement, une augmentation rapide et massive de la dette, ce qui donne, et logiquement, l'inflation finit par faire son grand retour. Troisièmement, un effet casino et une déconnexion de plus en plus grande entre l'économie réelle et la finance. Quatrièmement, un ultra court-termisme, encore plus court-termiste qu'avant, on était déjà court-termiste. Le temps s'est encore resserré. Le trading haute fréquence est un exemple que tu cites. Et enfin, une dépendance de certains États envers le marché qui fixe les taux d'intérêt. Voilà, pour te donner un exemple de tour d'horizon disponible. Peut-être Mm. là-dessus, et ce sera peut-être l'occasion aussi de citer certains des intervenants à ton podcast qui t'ont particulièrement marqué sur cette question et qui peuvent aussi faire le lien et une analyse systémique avec d'autres sujets. Mais voilà, je te laisse rebondir. Bah, comme je disais, en fait, si on ne comprend pas aujourd'hui la manière dont fonctionne l'économie et dont fonctionne la finance et dont fonctionne la monnaie, il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas dans les événements qu'on voit émerger, y compris des événements politiques, des événements géopolitiques, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça a pris une place, ça a pris une place énorme. L'économie a toujours une place très très importante dans l'histoire. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir des lectures de l'histoire, de revisiter l'histoire sous l'angle économique, de même que c'est intéressant de le faire sous l'angle énergétique, etc. Puisque ça explique beaucoup de choses. Et ça a encore pris, l'économie, le fait économique a pris encore plus de place parce que aujourd'hui, elle englobe tout. Quasiment rien n'échappe au marché. Donc parce que le marché veut grandir et si on ne le limite pas, bah, il va prendre un petit peu de tout, quoi, y compris les ressources, y compris voilà. Il maximise lui-même quelque part. Il a sa propre logique. Il va essayer de grossir le plus possible comme un super organisme, etc. Ce qui est intéressant alors déjà, moi, je ne suis pas économiste, hein, je ne suis pas non plus spécialiste de la finance, etc. Donc là, c'est très difficile. En plus, dans le livre, j'ai pas 30 pages sur le sujet. J'ouvre des portes et j'essaie de dire pas trop de bêtises en parlant de ça, mais en sachant de toute façon, il y a un erratum au début du livre qui est que je vous ai bien dit que j'y comprenais rien. Donc allez quand même vérifier les sources, même si j'ai fait quand même le travail. Voilà. Ce qui est intéressant donc il y a plusieurs choses que tu as citées. Il y a le fait par exemple, l'économie est déconnectée de la finance, qui est un fait qui est finalement assez nouveau. Et il y a des événements qui se sont passés, qui ont accéléré la chose, comme la fin du Glass-Steagall Act, je crois que c'est en 99, voté par Clinton, qui permettait notamment aux banques de détail de venir, en gros, je la fais courte, mais de la banque d'investissement et de boursicoter et de créer tout un tas de choses et de prendre des risques qu'elles n'avaient pas le droit de prendre avant. Donc ça a créé des nouvelles formes ça fait que certainement sont devenus systémiques, entre guillemets, too big to fail, comme on dit, et qu'il y a aussi l'émergence de ce qu'on appelle les produits dérivés, qui aujourd'hui occupent une part gigantesque, je n'ai pas le pourcentage, mais plusieurs, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui occupent une place gigantesque dans le montant en fait de l'exposition boursière, entre guillemets, dans la valeur boursière, c'est même pas de la bourse, mais
dans l'argent qui est en circulation, si tu veux, dans la manière dont on va évaluer justement l'argent qui est en circulation, et qui sont des produits dérivés de dérivés de dérivés. Donc c'est la crise de subprime, en fait. Il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend plus très bien, que même les spécialistes ne comprennent plus très bien. Mais pour revenir à la dette, en fait, c'est un fait qui est très intéressant, et c'est une grille de lecture intéressante parce que ça nous permet de comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter. Et c'est, alors on l'a dit, aujourd'hui on est arrivé à un niveau d'endettement qui est proprement hallucinant, hein, et avec aussi des structures de dette qui sont très différentes. Tu parlais du Japon qui est très endetté, mais la structure de la dette n'est pas du tout la même qu'en France, par exemple, puisque en France notre dette dépend des banques et de marchés, on emprunte auprès des marchés. Le Japon a une structure de dette qui est majoritairement dépendante de sa propre population. Donc voilà, peu importe à la limite de comment les agences bancaires vont noter le Japon, ils s'en foutent un peu. Corrigez-moi si j'ai des bêtises, hein. Mais voilà, la dette, en fait, ça permet aussi de. Il faut se rappeler que un fait marquant, c'est la fin du système de Bretton Woods, je crois en 72, il me semble. 72 avec Nixon en gros qui passe à la télé et qui dit ok, à partir de maintenant le dollar ne sera plus convertible en or. Donc en gros il fait un gros doigt d'honneur à tout le monde puisqu'il fait défaut sur la dette américaine de facto. Et on entre dans un monde où l'argent n'est plus lié au monde physique, puisque il fallait, pour pouvoir émettre des dollars, il fallait avoir l'or en stock qui correspondait à peu près à cette valeur, et que là on s'affranchit de ça. Et donc, on entre dans un monde où on va pouvoir créer de la dette, on crée de la monnaie. C'est les banques centrales qui disent je crée de la monnaie, et on est encore là-dedans aujourd'hui. Et ce que ça a permis bah, d'endetter l'économie mondiale comme jamais auparavant, et donc de lui donner une forme de puissance, de ne pas attendre en fait que la richesse soit créée pour qu'elle soit là. Donc si tu veux, la dette, c'est un espèce de proxy sur l'avenir. C'est-à-dire que je fais maintenant, je n'en ai pas les moyens, mais vous inquiétez pas, je rembourserai plus tard, mais je veux le faire quand même maintenant. C'est vrai au niveau individuel, je veux acheter un appartement, j'ai pas les moyens, bon, je vais m'acheter un appartement et puis voilà, j'étale ça dans le temps. Et puis à la fin, je vous rembourse. Sauf que aujourd'hui, on est sur des, c'est-à-dire que notamment depuis 2008-2009, ça a encore accéléré le processus, puisqu'on n'a pas laissé s'effondrer l'économie, on n'a pas laissé s'effondrer les banques. Ce qui normalement est le cycle naturel du capitalisme, entre guillemets, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait la guerre derrière, entre guillemets, parce que par expérience, en fait, ça se passe mal quand on laisse tout le système s'écrouler. Mais en faisant ça, en fait, on est rentré dans une économie totalement subventionnée, qui ne tient plus que parce qu'on imprime de l'argent. Et le marché a bien compris que les États ne laisseraient pas écrouler certaines banques ou certaines institutions comme les assurances, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre ce risque-là. Et donc c'est aussi pour ça que les marchés ont augmenté autant dans les années 2010, parce que les financiers ont bien compris que en fait, tout ça, c'est l'argent, c'est de la dette qui faisait monter tout ça. Je simplifie évidemment, hein. Le problème, c'est que, et c'est Ned Higgins qui explique ça très bien, qui est une des personnes que je vais interviewer, c'est que là où on devrait commencer depuis pas mal d'années à sentir qu'on a tapé les limites, notamment énergétiques, bah on ne le sent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de choses qui devraient coûter déjà beaucoup, beaucoup plus cher et qui devraient ne pas être du tout rentables, et donc qu'on ne devrait pas pouvoir se permettre. On ne devrait pas pouvoir se permettre de faire du gaz de schiste. On ne devrait pas pouvoir se permettre d'aller sur les sables bitumineux d'Alberta parce que les rendements énergétiques sont tout pourris, entre guillemets. Et donc, s'il n'y avait pas cette masse financière qui permet de financer ça, entre guillemets, gratuitement, ben on ne le ferait pas. Et donc, on aurait déjà commencé à diminuer tout un tas de choses. Et donc, cette dette, c'est on se donne de la puissance, on maximise le présent au détriment du futur. On emprunte aux générations futures de l'argent, et ce faisant, on emprunte les ressources que cet argent va nous permettre d'aller chercher pour faire tourner l'économie au présent et pour continuer d'accélérer. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on continue aussi de faire des choses totalement inutiles. Donc en plus, on n'en fait pas gaffe à ce qu'on fait de toute cette dette. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ça, parce que si on voit bien que en fait, s'il n'y avait pas cette manière de créer de l'argent, on aurait certainement que cette trajectoire aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente, beaucoup plus linéaire. Intéressant à nouveau. Il y aurait pas mal à dire
encore sur ces phénomènes-là, mais je vous invite à non seulement Encore une fois, je suis parcourir le livre, pas, c'est mais pas mon gros sujet d'expertise, donc non, mais je vous invite à ouvrir les sujets, mais non, tout à fait. Et puis écoutez Nate Higgins qui est intervenu 2 fois, hein, je pense, mm. sur ton podcast Sismic, donc pour aller plus au fond des sujets. Écoute, super Julien. Ce que je te propose, c'est peut-être pour parler enfin, un peu de l'atterrissage de ton livre après tout ce voyage, où tu atterris plus sur une note personnelle et comment cheminer soi-même. Il y a un retour, on va dire, sur les questions psychologiques que tu abordes aussi au début, et puis de nouveau à la fin. Voilà, pourquoi ce choix-là plutôt que bon bah voilà toutes les emmerdes qui nous tombent dessus. J'ai quand même interviewé une centaine de personnes. Il y a des solutions, ou du moins des leviers d'action, des aménagements possibles, énergie alternative, agroécologie, sobriété, politique de décroissance, que sais-je, je suis en train de souligner ce qui me vient moi par la tête, ce sera peut-être pas tes idées à toi. Mais voilà, alors pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est parce que tu es abattu sur la possibilité que le monde puisse se ressaisir, ou au contraire, est-ce que c'est peut-être pas le projet du livre? Voilà, je te laisse peut-être réagir. Alors, la question des solutions. En fait, je cherchais un passage sur les solutions, mais je pense que je vais pas le trouver. Mais effectivement, tu vois, en finissant le livre, je me suis posé la question. Enfin, je me suis dit souvent, il faut finir en ayant une espèce de remontée, c'est-à-dire que je fais de l'analyse du monde, je dis qu'on doute de plein de choses, et puis après, je tire les fils. Bon, on voit que il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit compliqué. Et donc, il y a un côté très anxiogène sur tout un tas de sujets. Et qu'est-ce que je fais? À la fin, est-ce que je propose des solutions en disant, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer? Et je ne suis pas allé sur... j'ai pas ouvert là-dessus parce que j'ai voulu d'une part assumer le fait que j'avais pas de solution en fait, tout simplement. Et d'autre part que en fait, je voulais, pour moi, ça faisait l'objet d'un autre livre en fait. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire en me disant, ok, il y a plein de choses qui existent, faut y aller, faut changer le monde, faut pousser, faut pas perdre espoir, etc. Et d'une part, je me suis dit que il y avait beaucoup trop de choses à dire si on voulait commencer à parler des solutions sur tous ces sujets que j'avais ouverts. Et d'autre part, finalement, ça n'a pas été mon sujet d'enquête depuis tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que et je le dis d'ailleurs, je dis j'en ai assez du solutionnisme. À chaque fois qu'on pose un problème, il faut qu'on arrive avec une solution. Et je dis, y compris dans mon travail, c'était, t'arrives et tu dis, ah, j'ai un problème, dis, ah, ne viens pas me voir si tu n'as pas la solution avec le problème. Je dis, attends, il y a quand même des choses parfois où je n'ai pas la réponse. Et puis il y a aussi des problèmes complexes. Il y a des problèmes sur lesquels il va falloir qu'on travaille pour trouver une solution. Et on est dans cette culture où on est très mal à l'aise avec ça. On est très mal à l'aise avec cette idée qu'on peut avoir des questions sans réponse. Et on est très mal à l'aise avec l'idée de complexité. On en parlait, c'est aussi un de nos biais. On aime simplifier le monde, on a besoin de simplifier le monde, mais on est dans des structures qui simplifient encore plus les choses. Pardon, tu Il as une faut citation avoir... d'Einstein, hein, moi, j'ai retrouvé facilement le truc. Bon. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Voilà, une citation d'Einstein. Je te coupe pas davantage, c'était juste pour Oui, incarner. oui, oui, non, mais tu vois, je l'ai pas... Voilà, c'est ça. Et je peux te lire le passage, hein, tu vois, nous sommes shootés au solutionnisme. Ne viens pas me voir avec un problème si tu n'as pas de solution à proposer, me disait-on parfois au bureau. Comme si poser une bonne question n'avait pas de valeur en soi. Comme si admettre la complexité d'une situation n'était pas un préalable à la réflexion. Quand le philosophe et astrophysicien Aurélien Barraud explique clairement devant un parterre de décideurs du MEDEF en août 2022 lors de l'université d'été du syndicat qu'il est temps d'être sérieux et de reconnaître notre échec civilisationnel et qu'il faudrait commencer par interroger les questions, on lui demande d'être concret. On lui oppose que son diagnostic n'est pas ici pertinent. Nous sommes là pour discuter des solutions, pas pour casser le cadre. On est bien avancé. Et justement, tu vois. Mais le temps presse, me direz-vous, nous n'avons plus le loisir de l'observation, de l'interrogation. Tu as assez réfléchi, Julien, il faut maintenant passer à l'action. Il dit, je n'aime pas les il faut, je fuis les moralisateurs et les donneurs de leçons, nous adorons avoir raison, savoir mieux que les autres, nous croire au-dessus de ces idiots qui n'ont vraiment rien compris. Ne voit-il donc pas que tout est évident, c'est pourtant simple, il suffit de penser comme moi. Et donc je suis parti plutôt sur cette réflexion autour de la posture.
C'est-à-dire qu'il y a certainement plein de solutions, il y a plein de gens qui explorent des solutions sur chacun de ces sujets qui sont évoqués, hein, la crise écologique, la crise économique, enfin, il y a la crise énergétique, il y a plein de choses. Et il y a certainement des solutions, tout dépend de l'échelle, si tu veux. Mais moi, ce qui me fait un peu flipper aujourd'hui, c'est que je pense qu'on n'a toujours pas posé le diagnostic. C'est que tu prends la crise climatique, pour ne parler qu'elle, on en est toujours, si tu veux, à s'écharper sur le diagnostic. On va dire, oui, moi c'est bon, on a compris, le climat se réchauffe, c'est important, il faut y aller, c'est la faute des hommes. Ok. Mais en fait, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que tu as des gens pour qui ça va être. On n'est pas d'accord en fait sur les causes profondes, sur ce qui est en train de se passer. On n'a toujours pas un consensus sur le diagnostic. T'en as qui vont dire, ah bah c'est le capitalisme. D'autres qui vont dire, ah mais c'est inévitable, c'est le cerveau humain, c'est notre code de puissance, etc. Et d'autres, c'est D'autres juste le qui, système technique qui a changé d'autres c'est le système la manière technique, de produire de etc. l'énergie et on fait T'en as qui, autrement et le tour voilà, t'en as sera qui joué, vont te quoi. dire donc la solution c'est la transition énergétique. Hmm. D'autres qui vont te dire parce qu'ils se disent que le problème c'est l'énergie. D'autres qui vont te dire bah non, c'est la décroissance de l'économie puisqu'il y a un lien entre l'énergie, l'économie et tout ça. Regardez, c'est ça qui se passe. Et en fait donc les solutions sont très différentes selon Les inégalités, pardon, enfin, on peut en citer plein d'autres. c'est les inégalités, Les etc. 10% du haut qui sont responsables de 50% des émissions, enfin, des choses. Bon. Donc c'était plutôt que de partir sur d'arrêter un parti pris et de dire voilà ma vision du monde telle qu'elle est figée, donc je vais vous proposer des solutions à partir de cette vision du monde. Ce que je fais à la fin, c'est que je continue d'interroger notre manière de poser le diagnostic et je ramène ça à nous en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on fait de toute cette incertitude. Donc ça peut être peut-être un peu frustrant parce qu'il y a des gens qui, souvent on attend, il nous emmène là, mais il va nous dire ce qu'il faut faire maintenant. Il va nous dire ce que moi, en tant qu'individu, je dois faire, où est-ce que je dois placer mon argent, je dois quitter mon travail ou pas, comment je dois élever mes enfants, etc., etc. Et moi, j'ai plutôt été interroger notre propre responsabilité par rapport à la marche du monde et partager aussi ce que moi, je fais pour moi-même. Mais voilà, qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce que j'essaie d'appliquer moi-même. Mais parce que je suis aussi aujourd'hui arrivé à cette conclusion que pour tout ce qui est enjeu civilisationnel, fait civilisationnel, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Parce que le truc est verrouillé dans tous les sens, est bloqué dans tous les sens. Parce qu'on est sur des enjeux qui sont mondiaux et on est incapable de s'entendre au niveau mondial. Parce que tu as la théorie des jeux qui nous entraîne sur plein de choses. Et donc, je deviens, ma prise de recul par rapport à ça, se dire, mais le truc continue en fait. Et ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui me disent qu'il y a des limites à la croissance. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait des COP. Ça fait pas mal d'années que maintenant on commence à voir qu'il y a des trucs qui se passent. Et rien ne bouge, quoi. La trajectoire, mais on va dire, ah, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui se passent. Regarde, il y a plein d'initiatives. Ok, la trajectoire, sur les sujets mondiaux, ça bouge pas d'un pouce. Donc, et pourquoi une fois, parce que tu vas en dessous et tu regardes et tu comprends et tu dis, bah oui, en fait, ça bouge pas parce que les structures sont les mêmes. Le système, le fonctionnement du système reste le même. Donc après, ce que je vais maintenant aller explorer pour moi-même, c'est, ok, comment est-ce que le système peut bouger? Où sont peut-être les coins d'acupuncture? Quel est le processus pour que les mobilisations puissent se faire? Et la conclusion vraiment à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'en tout cas mon sujet, c'est que de toute façon, tant qu'on est dans une manière de faire qui est dans l'opposition, dans la certitude de tout, dans le fait que j'ai raison et pas toi, que moi je suis du bon côté, mais toi tu es vraiment du mauvais côté, en fait on continue d'alimenter cette espèce de machine à créer de la discorde et que tout consensus est impossible. Euh, et inversement, tu vas avoir des gens qui vont te dire, oui, mais à un moment donné, il faut arrêter une idée, faut figer le réel, et il faut se battre pour ses convictions, parce qu'on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde, et puis que t'es bien gentil, mais voilà, t'es bien gentil avec ton doute, mais douter, en fait, ça Bon, fait pas avancer les choses. c'est un peu ce que j'allais t'objecter, pas en Mm. ces termes-là, mais c'est effectivement la posture du sage, compréhensif, Mm. elle est louable et elle fait partie de la solution. Ouais, Voilà, je l'oppose pas forcément à la posture de la contestation, la désobéissance civile, etc. Voilà, exactement. les deux sont potentiellement Mais alors, complémentaires. Je comprends le chemin que tu as choisi, mais voilà. alors je te l'explique, c'est-à-dire que à aucun moment donné, je vais dire que la posture que j'explique qui est la mienne aujourd'hui est la bonne, et qu'elle va convenir à tout le monde.
C'est-à-dire que et à aucun moment donné, d'ailleurs, je me dis que ça va être ma posture pour le reste de ma vie. C'est-à-dire que c'est là où j'en suis maintenant. Je vois que il y a plein de choses qui sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on veut bien penser et que c'est très difficile, en tout cas pour moi, à un moment donné, de me dire c'est ça qu'il faut faire, je suis du bon côté, c'est moi qui ai raison et pas les autres. Parce que à chaque fois que tu comprends tous les liens, en fait, tu te rends compte que c'est souvent plus compliqué que ça en a l'air. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est-à-dire que tu as des gens qui, à un moment donné, vont décider d'agir, mais et qui le font, et qui vont dans la rue, et qui se battent pour leurs convictions. Ma recommandation, puisque j'en fais une un petit peu à la fin, si tu veux, c'est de dire, mais ok, mais fais-le parce que c'est ce que tu veux faire et qui tu veux être. C'est en gros, fais-le pour toi-même. C'est-à-dire que si tu veux défendre cette cause, n'y va pas forcément en disant que tu vas changer le monde, parce que tu es face à un truc qui ne dépend pas de toi. Donc c'est très stoïcien, enfin tu vois, je parle du stoïcisme dans le livre. C'est c'est cette idée qu'il faut faire la différence entre justement ce qui dépend pas de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est Marc Aurèle. Et que donc, à partir du moment où on fait ça, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus grosses que nous. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire que j'y vais parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est qui j'ai envie d'être, c'est les valeurs, c'est mon éthique, c'est mes valeurs, c'est mon éthique, c'est les gens avec qui j'ai envie d'être, c'est ce que j'ai envie de raconter à mes enfants, etc., etc. On peut se raconter plein d'histoires là-dessus. Et que comme ça, on dure un peu plus longtemps, entre guillemets. Mhm. Mais donc voilà, donc c'est un peu là-dessus que j'emmène le lecteur. Évidemment, c'est tout un chapitre, hein, donc c'est difficile à résumer Non, non, mais et puis en, c'est pas le en but quelques secondes. Mais de tout dévoiler là. Ouais. Ouais. Et c'est très Euh, bien qu'il y ait des activistes, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui se battent pour leur cause, etc. Ce que je constate quand même, c'est que quel que soit l'endroit où tu regardes, les gens sont globalement convaincus d'être du bon côté. hmm. Et tu vois, c'est vraiment résistant d'un côté, terroriste de l'autre, et ça a toujours été le cas. Et que donc, si tu te places dans une posture un peu d'observation, bah tu prends vite la tête à dire, attends, est-ce que je suis vraiment du bon côté là? Après, moi, je me Hmm. suis fait mes convictions, mais voilà, chacun ses convictions, et il y aura beaucoup de gens sur cette chaîne qui seront d'accord entre elles. Et donc moi, tout ce que Oui, j'invite à puis, faire, c'est d'essayer de comprendre celui qui est en face, l'adversaire, celui qu'on va désigner comme un adversaire. Déjà, se dire c'est un adversaire, c'est pas forcément un ennemi. Et cet adversaire contre lequel on veut se battre, d'essayer de le comprendre, et d'essayer de comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense. Et c'est là que pour moi, ça devient puissant et intéressant. hmm. Moi, voilà, il m'est difficile de comprendre, par exemple, quelqu'un qui va rouler dans une immense voiture où il fait exprès de brûler du charbon comme comment dire, geste envers. Bon, voilà, c'est des climato-sceptiques, clairement. Mais il est convaincu d'être dans son bon droit. Enfin, il est convaincu, enfin, voilà, il est Bah, tu comprends abreuvé ses de certains peurs. contenus qui font que il pense que bah, tout ça, c'est des bobards, ou que sais-je, et son geste de protestation, c'est ça. Voilà, bon. Après, Et c'est un très bon exemple de là, c'est parce que tu peux avoir. Déjà, c'est se rendre compte que lui ne voit pas la même chose que toi. Donc, il n'en ah, ça arrive c'est pas aux mêmes sûr, conclusions. c'est sûr. Voilà, il n'a pas les mêmes infos. Que lui ne vient pas du même monde que toi, il n'a pas les mêmes, etc. Et puis que il a des peurs, il a des croyances profondes, il a tout un tas de choses qui vont faire qu'il se dit, bah moi, ils me font chier ces écolos là, j'en ai marre, on veut limiter mes libertés, la vie c'est la liberté, personne viendra me voir, etc., etc. Et c'est très difficile de bouger ça. C'est très difficile de bouger ça. Donc après, il y a une autre question fondamentale que j'ai pas suffisamment explorée, qui est comment tu bouges, comment tu fais bouger le système. Euh, Sachant que c'est très difficile parce qu'on voit que on peut pousser dans tous les sens, ça bouge finalement très très peu. La trajectoire civilisationnelle reste la même. Mhm. Non, non, et puis le livre est suffisamment ambitieux comme ça à faire une synthèse d'une telle variété de thématiques avec une cohérence d'ensemble. Et voilà, outre la centaine d'interviews que tu as menées, j'ai aussi énormément de références à Spinoza, bon, des philosophes, etc. Mais à nouveau, j'insiste, rendu accessible. Écoute, merci beaucoup, Julien. Peut-être la dernière question qu'on aurait pu poser au début, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a un peu provoqué un déclic qui a fait que, ah bah tiens, je vais lancer ce projet, je vais faire un pas de côté pour mieux comprendre le monde. Enfin, voilà, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a fait bifurquer dans cette direction? Moi, ça s'est fait assez, à la fois, enfin, c'est fait progressivement, mais il y a eu plusieurs éléments marquants. Celui que je raconte en 2 pages là, dans le livre, c'est que j'étais à Hong Kong
Je travaille dans une grosse boîte anglaise dans le luxe et que au bout d'un moment, j'ai commencé à tomber sur tout un tas de contenus, enfin, sur lesquels on est tous plus ou moins tombés. Ça a commencé, je pense, par la fin du pétrole, enfin, des choses comme ça, puis le climat. Et ça tombait à un moment de ma vie où je me posais tout un tas de questions sur mon propre jeu à moi, ma carrière. Et donc, j'ai décidé de tout quitter pour aller me lever mes œillères, comme je disais, pour à la fois réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire des prochaines années, et puis qu'est-ce qui se passait dans le monde. Parce que je suis un grand curieux et que donc je voyais qu'il y avait tout un tas de choses que je ne comprenais pas, ça m'a un peu sauté dessus. Je me dis, alors attends, je pensais qu'en fait c'était ça. Je pensais que c'était ça qui se passait, et en fait pas du tout. Alors il y a plein de choses que je ne vois pas. Ça m'embête, donc je vais aller voir ça. Et donc j'avais pris un an pour faire ça, et après j'avais lancé un processus qui a mis du temps à mûrir, qui fait qu'à un moment donné, j'ai lancé le podcast parce que je me sentais un peu seul dans mes conversations autour de moi sur les sujets que je commençais à ouvrir, et parce que j'avais envie d'accélérer cette enquête en donnant le micro, en portant les lunettes d'autres personnes. Et voilà, et après ces sujets ont pris, le podcast marche très bien, donc maintenant c'est devenu, au bout d'un moment, ça a suffisamment marché pour que je quitte vraiment le navire et que j'arrête, que je mette un stop à ma carrière et que j'essaie de vivre de ça. Mais c'est une bifurcation qui est pas simple, hein. C'est difficile Ah de bah changer de oui, vie, hein. tout à fait. En restant à l'intérieur du système, en ayant besoin de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que ton Il y a les appel au dépenses don contraintes, les enfants, tout à fait. Ouais. voilà, et donc c'est un processus long que j'ai la chance de faire avec mon épouse qui est dans le même processus. Et puis voilà, donc de temps en temps, tu as des up and down. Mais en tout cas, le retour en arrière, une fois que tu mis un pied là-dedans et que tu vois un petit peu les choses différemment, c'est très compliqué de faire comme si tu les voyais pas, quoi. Mhm. Tout à fait. Mais écoute, merci Julien, et bah, pour faire écho aussi, voilà, tout ce travail que tu mènes, ça prend du temps, ça a une valeur ajoutée. Je pense que tu dois être des dizaines de milliers d'écoutes au moins, hein, à Mm. chaque épisode, peut-être parfois plus de 100 000 pour certains. Que sais-je, ça veut dire voilà, beaucoup de monde et pas toujours les mêmes à chaque épisode. Ça veut dire peut-être Peut-être. au moins, bon, j'en doute. Moi-même, je sais bien que voilà, déjà avec mon audience plus modeste sur le côté podcast, c'est pas à chaque fois les mêmes personnes. Il y a beaucoup d'autres contenus. Donc ça veut dire quand même voilà, une masse importante de gens qui en bénéficient, qui s'informent, à qui ça permet de voir les choses plus claires, de s'informer quant à leur choix. Et puis bah, Mm. cela a une valeur, et j'invite effectivement les gens, comme je l'ai fait moi aussi, à contribuer au travail de Julien sur ta page sismic.fr. Merci encore Julien. Et puis j'ai envie de dire à bientôt sur les réseaux. Merci Cyrus. Salut.